Pourquoi l'Occident devrait-il tenir une position très ferme face au régime russe actuel? Peut-on véritablement parler de la prise de conscience occidentale suite à la grande invasion russe en Ukraine? Comment envisager la fin de l'impunité russe? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Nicolas Tanzer, haut fonctionnaire, philosophe politique et essayiste. Nicolas Tanzer est auteur de nombreux ouvrages sur des questions sécuritaires et stratégiques. Il est aussi fondateur du blog Tanzer Strategics, en anglais, depuis 2021. Bonjour Nicolas, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre podcast L'Ukraine face à la guerre. On vous connaît comme spécialiste de la géopolitique, comme on peut dire philosophe de la politique, comme essayiste. Vous êtes auteur de plusieurs livres, plusieurs dizaines en fait de livres. Vous êtes aussi haut fonctionnaire et grand spécialiste de la Russie et de la région. On vous connaît aussi comme quelqu'un qui a un discours très ferme sur ce qui se passe en Russie actuellement et ceci depuis des années. Donc ça ne date pas d'hier, votre position très ferme sur la réponse occidentale face à l'agresseur. Et cette position que vous avez, elle n'est pas majoritaire, surtout en France. Alors comment expliquez-vous la nécessité de faire face et d'avoir cette position ferme face à l'agression russe aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui en fait? Je pense que la Russie, aujourd'hui, j'alerte sur le régime, en fait, effectivement, depuis plus de 15 ans, largement plus de 15 ans, est aujourd'hui dans une lutte à mort avec l'idée même de liberté, avec les principes du droit, avec tout ce qui constitue la dignité de l'être humain. Et qu'il y a derrière l'idéologie de Poutine, qui n'apparaît pas immédiatement comme une idéologie, mais qui est une véritable idéologie, plus complexe certainement à analyser que le communisme par exemple. Je crois que cette idéologie est une idéologie de destruction. Et que cette destruction, on la voit à l'œuvre, bien sûr, en Ukraine, depuis en fait plus de 9 ans, mais évidemment de manière encore plus radicale depuis le 24 février 2022. On l'a vu à l'œuvre en Tchétchénie, dès 1999-2000. On l'a vu en œuvre en Géorgie. On l'a vu en œuvre avec une intensité incroyable en Syrie. Je rappelle régulièrement que les forces de Poutine, à elles seules, sans même parler de celles du régime Assad, ont tué plus de civils syriens que même l'État islamique. Donc on a dans une idéologie de mort. Je pourrais dire d'ailleurs qu'en Russie même, Poutine a voué en quelque sorte son peuple à la destruction. Il place la Russie sous le signe de l'absence de futur, sous l'absence de la destruction aussi de son économie, de ses élites, de ses meilleurs intellectuels, artistes, scientifiques. Comme le montre d'ailleurs non seulement le nombre de ceux qui ont fui, mais aussi de ceux parmi des grandes figures comme mon ami Vladimir Karamurza, comme Ilya Yachine, et comme d'autres, qui sont aujourd'hui emprisonnés, sans parler de toutes celles et de tous ceux qui ont été assassinés par le régime. Donc je crois qu'aujourd'hui, cette destruction risque de s'étendre. Elle risque de s'étendre au-delà de l'Ukraine, au-delà de la Géorgie, du Bélarus, de la Moldavie. Elle peut s'étendre en quelque sorte à l'ensemble du monde, à l'Europe évidemment en particulier. Et je crois que si l'on n'arrête pas Poutine aujourd'hui, si l'on n'œuvre pas pour que son régime soit défait radicalement, totalement, définitivement, eh bien, je pense que c'est un danger pour l'humanité.
Tout simplement parce que si on essaye de prendre une image, j'allais dire peut-être plus joyeuse, je pense que sans la Russie de Poutine, le monde serait meilleur. Il serait meilleur pour chacun, il serait meilleur pour les citoyens, il serait meilleur pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour tout le monde, non seulement en Ukraine, et d'abord en Ukraine bien sûr, mais aussi en Syrie, mais aussi en Géorgie, mais aussi dans les autres pays qui sont menacés, mais aussi au Myanmar, puisque Poutine soutient la junte birmane, mais aussi au Nicaragua, à Cuba, au Venezuela, qui sont aussi des dictatures soutenues par Poutine. Donc je pense qu'il faut que nous ayons cette vision vraiment de long terme, parce que véritablement, Poutine veut notre mort. Exactement. Donc exactement, on ne peut que partager cette analyse de l'idéologie de la mort, ça nous touche beaucoup. Pour nous, les Ukrainiens, c'est une image d'une grande lucidité, puisque c'est vrai, quand on constate, quand on visite des endroits du passage, rien que des endroits de passage de l'armée russe, ce qu'on découvre sur le terrain, ce sont des images absolument désolantes de la destruction. Pour la destruction, on se pose souvent la question, mais ça sert à quoi de détruire autant? Ça sert à quoi de tuer autant des civils? C'est dans quel but militaire peut-on faire cela? Et c'est vrai que parfois, le niveau de destruction est tel que ça questionne en fait la finalité en fait de cette guerre. Et donc, on ne peut que rejoindre ça. Mais en même temps, le discours que vous tenez, et voilà, votre analyse qui nous paraît très lucide, je dirais que on a l'impression, vous me corrigez si je me trompe, qu'il n'est pas majoritaire en Occident, que la prise de conscience par rapport à ce que représente le régime de Poutine, elle était lente. Donc, quelle est votre vision, votre regard sur les évolutions qui ont eu lieu en France, mais aussi au-delà, en Occident, aux États-Unis, en Union européenne, dans le monde occidental, par rapport au régime de Poutine depuis cette grande invasion russe du 24 février 2022? Alors je pense que la plupart des dirigeants occidentaux ont enfin compris ce qu'était ce régime. C'est-à-dire qu'ils ont pris la menace russe pour la première fois au sérieux. Que pour la première fois depuis 22 ans, Poutine n'a pas réussi à gagner ses guerres. Parce qu'il faut bien voir que pendant 22 ans, il a gagné toutes ses guerres. Il a réussi quand même à envahir le Donbass et à annexer illégalement, ou à occuper illégalement, la Crimée sans réaction de la part de l'Occident. Je n'appelle pas les sanctions à l'époque, adoptées 2014-2015, les mini-sanctions, comme une réponse valable à ce que Poutine a fait. Il ne faut pas oublier que même avant le 24 février 2022, la guerre avait quand même fait en Ukraine 14 000 victimes. Ce n'est quand même pas rien. Et encore une fois, j'ai mentionné tout à l'heure les autres guerres. En Syrie, les atrocités sont encore plus multiples. Mais pour la première fois, il y a eu une réaction. L'idée même, moi je l'ai vraiment combattue ardemment, que l'on puisse s'asseoir à la même table que M. Poutine, lui serrer la main, assister à la Coupe du monde de football en 2018, j'étais une des rares voix, je crois, en France à avoir appelé au boycott de la Coupe du monde, et je me rappellerai toujours les visuels extraordinaires d'Andriy Yermolenko, qui avaient été postés pour montrer que quand même ce génocide à l'œuvre de Poutine dans de nombreuses régions du monde existait. Mais je crois qu'à l'époque, on n'entendait pas. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'était que la plupart des dirigeants occidentaux, malgré leur discours, en fait, n'ont aucun intérêt pour les droits de l'homme et ne portent aucune attention au crime. Ils ont banalisé le crime contre l'humanité. Pourtant, ces crimes contre l'humanité, encore une fois, Poutine les commettait bien avant le 24 février 2022 et l'invasion à grande échelle totale de l'Ukraine. Je pense également que certains avaient aussi une sorte de vision pseudo-réaliste, pour reprendre l'expression de Raymond Aron, des relations internationales. C'est-à-dire qu'ils disaient, mais finalement la Russie sera là pour toujours. Il faudra bien faire avec, il faudra s'allier avec elle, il faudra discuter. Alors certes, on n'aime pas beaucoup M. Poutine, c'est pas quelqu'un de très bien, mais malgré tout, il faut quand même s'asseoir à la table. Et cette vision-là a été aussi renforcée par une sorte de vision complètement classique, mais que j'appelle fondamentalement archaïque, de la géopolitique, avec l'idée que les intérêts de la Russie seraient immuables, qu'il y aurait une sorte d'essence russe.
que finalement, il y aurait une continuité dans l'histoire entre les tsars et Vladimir Poutine, qu'on ne pourrait pas séparer de la Russie, de la grande culture russe, entre guillemets, comme on dit, avec les grands auteurs, avec Tchekhov, Pouskine, Moussorgsky, Rachmaninov, etc. Bon, on avait cette vision complètement romantique, mais on a tourné, en quelque sorte, je dirais, détourner le regard de ces crimes massifs et de cette volonté de destruction totale de l'Ukraine. Vous aviez aussi dans cette vision totalement fausse une vision complètement implicite d'une forme de hiérarchie des puissances, c'est-à-dire que beaucoup de dirigeants occidentaux, c'est peut-être, j'y reviendrai, toujours le cas, font une hiérarchie implicite entre, soi-disant, les grandes puissances, au nom de ce qu'on appelle la politique des grandes puissances. Vous savez, le livre de Marsheimer, Great Powers Politics. Voilà. Et puis les autres moyennes. En gros, vous aviez des gens qui disaient la Russie, c'est plus important que l'Ukraine. Moi, je me rappelle même une audition au Sénat en 2018 avec des gens qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement les plus pro-russes d'ailleurs, qui disaient quelle est la différence entre l'Ukraine et la Russie. Et puis après, vous avez eu les récits absurdes, y compris répétés par Macron, sur les soi-disant peuples frères. Vous avez ces discours insensés sur l'âme slave. Donc vous avez une naturalisation, en termes philosophiques, si vous voulez, une naturalisation de la race, soi-disant race, parce que la race n'existe pas, la soi-disant culture commune. Enfin, vous avez tous ces espèces de mythologies. Et d'ailleurs, ça se traduit par le fait que la plupart des dirigeants occidentaux, encore plus avant le 24 février, n'avaient absolument pas visité l'Ukraine. Moi-même, je suis allé une vingtaine de fois en Ukraine. J'ai essayé de pousser un certain nombre de présidents français ou de responsables français avant le 24 février de se rendre en Ukraine. Ça ne s'intéressait pas, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils étaient encore dans l'ancienne vision de l'URSS englobant tous ces peuples. Ce mépris, d'ailleurs, on l'a vu aussi, pas seulement pour l'Ukraine, on l'a aussi pour la Géorgie, on l'a pour les pays baltes, voire même pour la Pologne ou la République tchèque. Voilà, vous avez cette espèce de vision complètement invraisemblable. Alors, est-ce que cette vision a évolué ? Oui et non. Oui, parce que la plupart des dirigeants occidentaux savent très bien qu'il serait extrêmement dangereux que Poutine gagne en Ukraine, que le soutien à l'Ukraine est réel, en tout cas dans les cœurs, qu'aujourd'hui, et encore plus après la décision de la Cour pénale internationale inculpant Poutine, en même temps que Maria Lvova-Belova, de crimes de guerre, notamment pour la déportation des enfants ukrainiens en Russie et leur séparation d'avec leurs parents, leur adoption forcée, etc., ils commencent à comprendre que Poutine est quand même infréquentable. Que s'asseoir avec un criminel de guerre, ça devient quand même extrêmement difficile. Enfin, ils n'avaient pas vu dans le temps que Poutine, c'était Totorina, en fait. Vous savez, le chef mafieux ancien, qui était l'un des plus sanguinaires qui soit, donc de la mafia sicilienne. Alors, est-ce que ça a changé ? Donc oui, en ce sens, mais pas complètement. Pas complètement sur plusieurs points. En tout cas, pas chez tous. D'abord parce que je trouve qu'aujourd'hui, vous n'avez pas une volonté suffisamment claire de la plupart des dirigeants occidentaux, y compris américains, français, allemands, etc., avec une petite exception qui sont la Pologne, les États baltes, la République tchèque et probablement également la Finlande et la Suède, de dire qu'aujourd'hui, il faut défaire Poutine radicalement et totalement. Que ça veut dire que la question, il n'y aura pas de négociation, il ne peut pas y avoir de négociation possible avec Vladimir Poutine. Et donc vous avez toujours des dirigeants américains ou français ou allemands qui à un certain moment disent « oui, certes pas maintenant, c'est pas le moment, mais il faudra bien ». Toute guerre se finit par des négociations ? Non. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée par des négociations avec l'Allemagne nazie ou avec le Japon impérial ? Absolument pas. Je veux dire, il y a des moments où il y a d'autres cas. Est-ce qu'avec Milosevic, vous avez eu des négociations ? Non. Il a été traduit devant la Cour et emmené d'ailleurs par les autorités serbes à l'époque devant la Cour pénale internationale, de même que Karadzic et Mladic. Et puis après, Milosevic n'a pas été jugé puisqu'il est mort avant. Mais enfin, quand même, quand il y a ce genre d'inculpation, c'est du sérieux. Et je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore une conscience suffisante de cette nécessité d'une défaite radicale. Alors d'une défaite radicale, bien sûr, en Ukraine, ce qui veut dire que la question aujourd'hui, c'est qu'il faut donner à l'Ukraine
tous les moyens de reconquérir l'ensemble de son territoire, et surtout de ne pas faire de cas à part pour la Crimée, parce que la Crimée, c'est ukrainienne, et que je ne vois pas pourquoi on essayerait d'acheter le narratif russe, le récit russe, d'une sorte de ligne rouge spécifique qui concernerait la Crimée. Il ne faut absolument pas prêter le flanc à cela. Quand je disais que certains disaient qu'il fallait toujours envisager à un moment des négociations, des discussions de paix, etc., qui imaginent toujours une médiation, par exemple. Ils disent ouais, peut-être que la Chine ou Israël ou la Turquie ou je ne sais qui, ou l'Inde ou je ne sais qui pourraient être des médiateurs à un moment donné. Vous avez eu cette idée qui a été caressée, qu'il est toujours, y compris on va voir ce qui se passe avec le voyage du président de la République française en Chine, etc. Avec ce faux plan de paix chinois. Enfin bon, comme si on ne savait pas que la Chine aide, bien sûr, la Russie, y compris en fournissant des composantes pour ses armes. Mais on le sait très bien, contrairement à un certain nombre de démentis officiels. Je crois qu'il faut bien se dire qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. L'intégrité territoriale de l'Ukraine, elle n'est pas négociable. La punition de l'ensemble des crimes, 4 catégories de crimes en fait, crimes d'agression, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, toutes, je dis bien toutes, établies, ce n'est pas négociable. Le retour des enfants déportés, ce n'est pas négociable. La restitution des œuvres d'art volées, ce n'est pas négociable. Les réparations de guerre, y compris par la saisine des 300 milliards de dollars de la Banque centrale européenne, Banque centrale russe, qui sont gelées, ce n'est pas négociable. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons être parfaitement clairs, il n'y a pas de voie de négociation possible avec le régime russe aujourd'hui. Une fois que tout ceci sera satisfait, s'il y a un changement de régime, il faudra peut-être faire un traité de paix. Il y a eu un traité de paix avec le Japon ou avec l'Allemagne. Combien d'années après la fin de la Seconde Guerre mondiale ? 8 années, si ma mémoire est bonne. 8 années. Et avec des gouvernements qui étaient devenus démocratiques en Allemagne et au Japon. Et je crois qu'il faut clairement tracer cette perspective-là. Mais moi, je voudrais surtout revenir sur une autre dimension, peut-être, si vous me le permettez rapidement. C'est que je pense que vous n'avez pas complètement intériorisé, plutôt les dirigeants occidentaux, la plupart, n'ont pas complètement intériorisé, j'allais dire, leur culpabilité, plus que responsabilité. Quand je vois ce qui s'est passé effectivement en Ukraine, quand je vois les dizaines de milliers de morts, peut-être plus d'une centaine en fait, je le crains. On verra, le décompte, on le connaîtra après la fin de la guerre complètement. Rien qu'à Mariupol, je dirais, le désastre paraît tellement énorme. Les chiffres que j'ai pu voir dépassent tellement les proportions. 21, c'est je ne sais combien de fois de Srebrenica. On a redit après Srebrenica, plus jamais ça. Mariupol, c'est encore je ne sais combien de fois pire. Oui, selon les chiffres communiqués par le maire, c'était au minimum 22 000 civils. Après, bien sûr, comme les Ukrainiens n'ont pas du tout d'accès à Mariupol, il est impossible de dire combien de... Il y avait 450 000, donc presque un demi-million avant la guerre. On sait qu'il en reste entre 100 000 et 150 000, qu'il y a une partie qui sont partis en Russie en passant par les camps de filtration. Il y a aussi une grande question, combien n'ont pas passé les camps de filtration, et une partie qui est venue s'installer en Ukraine. Donc, le départ vers la Russie était un départ forcé. Je serais d'accord pour dire que oui, le nombre total de victimes civiles, ça dépend beaucoup de ce qu'on va découvrir. On va le découvrir, mais beaucoup plus tard, dans les territoires qui sont actuellement occupés, mais qui vont être déoccupés dans les semaines et mois qui viennent. Oui, voilà, je voulais revenir sur cette notion de culpabilité. C'est-à-dire que moi, j'étais un des rares, je pense en France en tout cas, à dire dès le 24 février au soir, dans plusieurs émissions, j'ai fait 11 émissions le 24 février, de dire nous devons intervenir nous-mêmes, nous occidentaux. Ça veut dire militairement ou ça veut militairement. Dans le cadre de l'OTAN? Dans le cadre, peu importe de l'OTAN, mais dans le cadre, en tout cas, que ce soit l'OTAN ou un autre cadre, en tout cas, ou séparément, peu importe, mais tout simplement en application de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui suppose non seulement que vous avez un droit d'autodéfense, enfin l'Ukraine a un droit d'autodéfense, quand il est agressé, mais que dans le cadre de ce droit d'autodéfense, toutes les nations alliées peuvent se porter au secours légitimement du pays agressé. Et donc je pense qu'à ce moment-là, nous aurions dû, nous occidentaux, prendre la décision d'intervenir. À l'époque, je disais, il y avait des limitations dans l'intervention,
Probablement pas avec des troupes au sol, mais en tout cas avec des forces aériennes, des missiles qui permettent de viser l'ensemble des troupes russes présentes sur le sol ukrainien. J'avais mis cette limitation. Mais je pense que vraiment, nous aurions dû en tout cas le faire, et sinon, grâce aux livraisons d'armes, aller beaucoup plus loin, plus vite. On a livré des armes au compte-gouttes, et je pense que notamment les Américains qui en ont livré le plus avaient la capacité d'en livrer plus tout de suite. Nous, Européens, on était dans une très mauvaise situation, et en particulier nous, Français, pour des raisons de sous-investissement pendant des années dans l'industrie de défense, avec des vrais problèmes de production, etc. Mais, je veux dire, on a livré au compte-gouttes. Et on n'a pas, dès le mois de mars 2022, comme nous aurions pu, collectivement, Américains et Européens, dire, mais voilà, peut-être qu'on ne peut pas donner tout de suite, mais on va mettre en œuvre tout de suite, de manière rapide, efficace, directive, un plan progressif de livraison des armes, en même temps un plan de formation, bien sûr, de personnel militaire ukrainien, etc. Je veux dire, il fallait le faire tout de suite. On ne l'a pas fait. Et je me dis toujours, c'est pour ça que je parle de culpabilité, pour moi ça me hante personnellement même. Je veux dire, combien de dizaines de milliers de vies ukrainiennes aurions-nous pu sauver? Et si nous aurions pu les sauver, nous aurions dû le faire. Et je pense que c'est ça que je vois surtout aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore cette conscience. Et quand je vois encore un certain nombre de dirigeants dire « oui, mais alors les avions, peut-être pas, mais peut-être, oui, les missiles, oui, mais enfin quand même pas plus de 150 km, ce qui est déjà mieux que les 80 km, mais bon, mais pourquoi pas 300, pourquoi pas 500 ?» Je veux dire, aujourd'hui, si on aide l'Ukraine, on ne l'aide pas à moitié, on l'aide totalement. Je veux dire, qu'est-ce que les gens ont peur? En quoi est-ce qu'ils pensent Encore une fois, tous les experts sérieux, on va dire, nucléaires, disent évidemment il y a toujours un risque à surveiller, bien sûr il faut le faire, etc. Mais le risque, je dirais, de nucléaire, c'est en fait surtout un élément de propagande du discours de Poutine pour faire en sorte que nous n'intervenions pas et que nous n'agissions pas. Et donc voilà, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'on est un peu, semble-t-il, quand même, disons, au milieu du gué. On n'est pas allé encore pleinement, c'est une vérité peut-être inconfortable, dans le soutien à l'Ukraine. Oui, c'est vrai. D'un côté, vous avez raison, mais on se souvient très bien les premiers jours et les semaines après le 24 février. Le discours dominant était de contenir la guerre, de tout faire de la sorte que cette guerre ne se propage pas ailleurs, plus loin que la frontière ukrainienne. Il fallait contenir la guerre, essayer d'aider l'Ukraine, mais sans y être impliqué directement. Donc j'imagine que votre voix était largement minoritaire parmi les gouvernements occidentaux et dans la position de l'OTAN aussi. Je me rappelle très bien les thèses de Stoltenberg, de l'OTAN, qui disait voilà, que ces positions étaient très, 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 très prudentes. Donc, c'est cette prudence-là. Et bien sûr, on peut critiquer ce qui se passe aujourd'hui, mais d'autre part, si on regarde tout cela en perspective, en rétrospective, on se souvient bien qu'en janvier-février 2022, les Allemands, par exemple, ils nous livraient les Ukrainiens les 5000 casques, donc c'était question de cela. Aujourd'hui, on parle de Léopard, ils sont déjà d'ailleurs en Ukraine. Le nombre communiqué il est bien sûr assez limité, parce qu'on parle de dizaines de chars, ce qui n'est évidemment pas évident pour une contre-offensive, mais on se pose la question, est-ce qu'ils disent tout? Est-ce que c'est en fait c'est plus? Est-ce que c'est en fait c'est moins? Donc c'est une grande question. Aujourd'hui, on a dépassé déjà des HIMARS, on est au moment de discuter des missiles, mais c'est vrai que la question du temps, de la durée, de retard, elle est capitale, puisque elle est capitale pour les Ukrainiens, pour une raison très claire, parce que chaque jour, elle nous apporte de vie. Elle nous apporte des vies de nos civils, de nos militaires. Pour nous, ce sont des membres de nos familles, ce sont nos frères, nos pères, nos enfants, petits-enfants aussi. Et aussi, ils volent une vie normale à tout le monde, à des millions d'Ukrainiens, parce qu'avec chaque alerte aérienne, il y a encore un cours manqué par nos étudiants, n'est-ce pas? Il y a toujours un travail d'un établissement qui est perturbé. Rien qu'aujourd'hui, par exemple, il y avait une alerte aérienne au moment où je devais commencer mon cours. Le cours était annulé tout d'un coup. Donc, les étudiants n'ont pas pu assister à un cours. Donc, c'est vrai que le temps pour nous, c'est essentiel, mais on a l'impression, et ce qui m'intéresse, c'est votre avis sur cette question, c'est qu'il y a quelque chose de cette stratégie occidentale, elle peut être américaine ou européenne aussi, que de vouloir étouffer le régime de Poutine progressivement sans le provoquer
des actions trop dangereuses, genre nucléaires. C'est comme ça qu'on peut expliquer pourquoi vraiment la livraison d'armes que vous dites, c'est goutte à goutte, c'est petit à petit. Les chars, c'est aujourd'hui, mais pas en été 2022, par exemple. Pourquoi pas avant, pourquoi aujourd'hui? Et c'est à chaque étape qu'il y a des négociations. Et les avions, c'est en principe, c'est pas exclu, mais c'est pas encore là. Et donc, est-ce que c'est vraiment une stratégie pour pas provoquer l'agresseur? Alors, moi, c'est ce que j'entends également, mais je ne le crois pas. Je ne pense pas que cette stratégie soit véritablement fondée. Je ne suis pas non plus certain qu'elle soit totalement sincère. Parce que, le discours sur la soi-disant provocation de la Russie, c'est le même discours qu'on tient depuis 22 ans. Il ne faut pas provoquer la Russie, il faut faire attention à l'escalade, au risque d'escalade, il y a quand même des lignes rouges, c'est une puissance... Je veux dire, on retourne, en fait, on fait le jeu de la propagande de Poutine. Aujourd'hui, je dirais, il faut arrêter de désescalader. Il faut escalader, au contraire. Et je pense que nous devons montrer à Poutine qu'il faut aller jusqu'au bout et que notre but, c'est bien sa défaite. Et c'est non seulement, soyons parfaitement clairs, je veux dire, il faut avoir une vision à moyen et long terme que les dirigeants occidentaux n'ont pas, d'une défaite profonde de Poutine, au-delà même de l'Ukraine. Parce que j'espère que l'Ukraine sera vite libérée, totalement. Il n'y aura plus un soldat russe sur cette terre. Bien sûr, j'espère aussi que le régime de Poutine finira par tomber. Mais je sais que la transition vers la démocratie est incertaine, lente, etc. Bon. Mais est-ce qu'on peut accepter davantage que 20% du territoire géorgien soit toujours occupé? La réponse est non. Est-ce qu'on peut accepter que vous ayez toujours des troupes russes en Transnistrie, Moldave? Non. Est-ce que vous pouvez accepter le déploiement de forces russes et des services spéciaux russes et des agences de propagande russes sur les territoires du Bélarus occupés, avec un Poutine qui soutient totalement son ami Loukachenko? Non. Et est-ce qu'on peut toujours accepter que, même si on en parle moins, il y en a toujours, ils sont peut-être moins violents, moins meurtriers, etc., mais il y en a toujours, que les forces aériennes russes frappent la région d'Idlib en Syrie? Non. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons clairement nous placer sur une perspective, pour reprendre un terme un peu usité, à la fois de containment de la Russie, mais aussi de rollback. C'est-à-dire, non seulement on arrête je dirais, on stoppe cette volonté d'expansion russe, mais là où elle a déjà mis le pied, on la déloge. Et je crois que c'est ça qui manque. Et que, justement, ce discours d'absence de provocation me semble totalement non fondé. C'est-à-dire qu'on continue à avoir peur de cette espèce de nain qu'est la Russie aujourd'hui. Alors certes, elle a des armes nucléaires. On ne sait même pas d'ailleurs si, effectivement, elles sont d'ailleurs en état de fonctionner. Quand on voit l'état de l'armée russe, on a des incertitudes. La chaîne de commandement est quand même assez incertaine. Il faut quand même à la fois que vous ayez un accord, non seulement de Poutine, de Shoigu et de Gerasimov, donc le ministre et le chef d'état-major des armées, plus quand même un certain nombre d'officiers et de personnes qui après vont mettre en place les dispositifs qui sont très surveillés. Est-ce que d'ailleurs, véritablement, c'est une menace, je dirais, vraiment à prendre autant au sérieux? Parce qu'on sait aussi que Poutine tient à la vie. On l'a d'ailleurs vu pendant l'épidémie de Covid-19 et qu'il sait très bien que s'il lançait des frappes nucléaires, ce serait sa mort assurée, personnelle, j'entends. Et tout ceci me fait penser que les Occidentaux sont extraordinairement frileux. Vous avez encore, dans un certain nombre de capitales occidentales, l'espèce de peur de l'éclatement de la Russie, qui me paraît très peu probable, en fait, mais je pense qu'elle est possible, et même si elle survenait, ne me paraîtrait pas une sorte de cataclysme absolu. Bon, alors ça, je pense que c'est improbable parce qu'il y a une telle dépendance aujourd'hui des périphéries, je ne sais pas si on prend les Bouriates par exemple, ou d'autres, etc., par rapport à Moscou, y compris en termes de transfert de richesse, de budget, bon, mais je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, même si ça advenait, je dirais, on a quand même les moyens de faire face, on a aussi les moyens, je dirais, de contrôler le site des dépôts d'ogives nucléaires. On a quand même, je dirais, on n'est quand même pas, les Américains et l'Europe ne sont pas complètement dépourvus de moyens et d'observation et d'action. Donc il faut arrêter d'avoir un fantasme. On a parfois l'impression que certains Occidentaux craignent plus la défaite de la Russie que celle de l'Ukraine. Oui.
Et je trouve qu'on est dans quelque chose d'absurdité. Et je trouve qu'on a vraiment un manque d'intelligence. Je dis bien d'intelligence. Je ne parle même pas uniquement de lâcheté, mais un manque d'intelligence stratégique de la part d'un très grand nombre de chancelleries occidentales. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a toujours cette question de la peur, on la sent aussi, de décomposition de la Russie, puisque la formule de la victoire ukrainienne, avec bien sûr des partenaires, serait de faire partir la Russie de toutes les régions occupées, y compris, vous avez bien raison de souligner qu'il y a Géorgie, Transnistrie, Tchétchénie aussi. Donc il y a plein de trucs, en fait. Mais aussi de faire de la sorte que la Russie ne possède plus de capacité de faire d'autres agressions dans l'avenir. Et donc, quand on pose ça comme objectif, c'est vrai que la question d'une certaine dé-impérialisation de la Russie que se pose, parce que la Russie, c'est un continent immense, et à chaque moment, on constate qu'il y a des inquiétudes, voire vraiment des peurs face à l'idée que la Russie puisse se décomposer et faire un certain nombre d'États normaux, de taille normale, moyenne, comparable, je ne sais pas, au territoire de la France, Allemagne, Ukraine, et sans représenter. Et donc, il y a toujours question des armes nucléaires qui fait extrêmement, extrêmement peur. Et donc, pour surmonter cette peur, comme aussi pour surmonter d'autres inquiétudes qui sont là, quel est votre remède? Quelle est votre, je veux dire, proposition? Qu'est-ce que vous proposez comme argument? N'ayez pas peur, les Européens, n'ayez pas peur, les Américains. Comment on peut convaincre? Alors, je n'ai pas trouvé aujourd'hui, et je vous le dis très sincèrement et humblement, je n'ai pas trouvé le moyen de convaincre un certain nombre de dirigeants, y compris le président de mon pays. C'est très difficile, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas les résistances. Je sais bien que vous avez toujours des propagandistes par-ci, par-là, vous avez toujours des mauvais conseils, vous avez toujours des pleutres, des lâches, et des gens qui sont peut-être plus intéressés, je dirais, au maintien de la Russie. Vous avez cette vieille idéologie de la stabilité. Vous savez, il y a certains moments où vous avez, que ça vaut pour la Russie, mais ça vaut pour certains États du Golfe, ça vaut effectivement parfois pour la Chine. On dira, ah oui, mais il faut mieux avoir des pays pas très, comment dire, très démocratiques, mais qui sont un peu près stables. Alors parler de stabilité à propos de la Russie, alors que c'est le facteur majeur d'instabilité en Europe, c'est une vaste plaisanterie, une sinistre plaisanterie même. Donc je ne sais pas exactement comment parvenir à convaincre, je dirais, des dirigeants d'avoir cette vision stratégique de long terme. Je pense qu'on a des dirigeants qui ne se placent pas et qui ne parviennent pas conceptuellement, je dis indépendamment des interférences, de la lâcheté, etc., mais qui ne parviennent pas de manière conceptuelle à penser la radicalité du mal. Pour moi, Poutine, c'est la radicalité du mal. De même d'ailleurs que c'était la radicalité du mal avec le nazisme. D'une autre manière avec le stalinisme, les choses se passaient différemment, mais le nazisme, c'était ça. Moi, je me rappelle, je trouve que mes deux parents étaient résistants, que ma mère a été en camp de concentration. J'ai aussi une tradition de ce côté-là, personnelle. Et maman qui a été déportée pour 3 ans de résistance, enfin elle avait 23 ans quand elle a été déportée, qui était juive, mais heureusement elle avait des faux papiers qui ne montraient pas qu'elle était juive, me disait, mais nous savions pourquoi nous combattions. Nous avions en face de nous le mal absolu, ce avec quoi il n'y a pas de compromis possible. Et je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre d'analystes, je le vois dans certains milieux stratégiques, avec des gens que je connais, des experts internationaux, ne parviennent pas à penser cette radicalité de la guerre. Ils imaginent plutôt la guerre que livre Poutine comme une sorte de guerre conventionnelle, façon les guerres du XVIIIe ou du XIXe siècle. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours rétifs à toute comparaison entre la massivité des crimes de Poutine et ceux de Hitler. Alors on peut dire effectivement, Hitler on a tué, je veux dire, l'Holocauste, c'est évidemment autre chose, c'est 6 millions de juifs détruits parce que... Mais je pense en réalité que si Poutine avait eu la capacité, y compris sur le plan stratégique, sur le plan de l'organisation, avec quand même pas de perspective de riposte, de faire l'équivalent en Ukraine, il l'aurait fait. Parce que vous avez bien un projet génocidaire
contre l'Ukraine. Nous l'avons écrit à quelques-uns dans une tribune la semaine dernière publiée dans Le Monde, où nous avons insisté sur cette notion de génocide, non seulement qui est démontrée en vertu de la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du génocide à propos des déportations d'enfants, c'est un génocide, mais que derrière vous avez comme élément aggravant une intention génocidaire, que l'on voit dans les textes de Poutine et qu'on voit dans la mise en œuvre de cette extermination délibérée des civils, comme il l'avait fait en Syrie d'ailleurs, ou en Tchétchénie avant, bien sûr. Et je crois que cette radicalité du mal, c'est quelque chose, c'est une sorte de catégorie qui n'habite pas. Parce que je pense qu'ils se sont dépris des moyens de penser tout cela. Et donc, quand moi je parle du mal absolu, je l'ai fait plusieurs articles sur le mal, la conscience du mal, et montrant pourquoi derrière vous aviez un processus qui est le mal. Ou quand j'avais dit, effectivement, il y a des comparaisons entre Hitler et Poutine, il y a des tas de différences historiques, il y en a plein, etc. Mais derrière, l'intensité du crime et la volonté du crime est identique. Et c'est ça qui réunit finalement ces deux choses. Et pourquoi que moi, comme enfant de déporté, je fais la comparaison immédiate. Pour moi, elle me frappe. J'ai lu énormément d'ouvrages aussi sur toute cette période, sur la Shoah, sur cette période, des expériences de camp, des expériences de... Mais pour moi, il y a cette similarité, il y a cette continuité absolue. Et puis les gens me disaient, quand je parle de mal absolu dans certains de mes articles sur mon blog, ils me disent, mais non, c'est excessif. Mais non, c'est pas excessif. Non, c'est pas excessif quand quand on constate sur le terrain les missiles qui arrivent et qui détruisent un immeuble résidentiel et avec une cinquantaine d'habitants à l'intérieur, comme c'était à Dnipro, ou bien quand il y a des bombes qui tombent sur les immeubles à Izium que nous avons vus de nos propres yeux en visitant ces locaux tout récemment, et les gens après qui étaient enterrés carrément dans ces immeubles-là, ils ont passé des heures et des jours avant d'être évacués, donc des corps, et après c'était une mort lente aussi sous les décombres. Et après, quand on voit cette destruction-là qui est absolument dépourvue justement d'objectifs militaires, donc on n'arrive pas, et donc je serais d'accord avec vous de dire qu'il s'agit de mal absolu, sauf sous réserve heureusement qu'il n'a pas de moyens d'accomplir tout ce qu'il veut. Nous étions bien informés sur des listes noires au début de la guerre, de l'agression, il y avait des listes où placer, donc c'est parlait de camps en fait. Oui, je me rappelle bien ces listes au début qui circulaient sur les personnalités ukrainiennes à abattre ou à déporter. Exactement. Je me rappelle très très bien tout cela. Peut-être sur un point que vous évoquiez, parce que vous évoquiez la désimpérialisation de la Russie. Moi, c'est quelque chose que je dis à certains amis de l'opposition russe. Certains sont convaincus. Je veux dire, des gens proches de certains grands dissidents libéraux sont convaincus que la Russie doit abandonner tout rêve impérial, tout rêve de grandeur, tout rêve d'exceptionnalisme. Elle doit accepter d'être une petite nation. Et la petite nation, c'est bien. Vous savez, vous avez dans un texte de Milan Kundera, il fait l'éloge des petites nations, en parlant de ces petites nations d'Europe centrale et orientale. Mais c'est bien, c'est ça qu'il faut. Je dirais, et je vois toujours, en revanche, une autre partie de l'opposition russe qui en fait, évidemment, s'oppose à Poutine, qui est démocratique, je ne le conteste pas, mais qui a toujours l'idée de restaurer une forme de grande Russie. Alors peut-être pas aussi envahissante, pas avec ce qui se passe évidemment en Ukraine, qui accepte quand même de rester dans ses frontières peut-être, mais qui a une sorte de fierté, d'orgueil. Mais il faut abandonner cette fierté, cet orgueil. Et je pense que le vrai moment qui sera le plus important dans l'histoire russe, s'il survient jamais, ce sera lorsque nous aurons un président russe qui, comme Willy Brandt, s'agenouillera, ou comme le président allemand Richard von Weizsäcker, le 8 mai 1985, 40 ans après le 8 mai 1945, a dit combien le peuple allemand était coupable. Et comme le disait une amie ukrainienne, Anna Opko, un jour elle a dit dans un très beau discours, elle a dit mais finalement le moment où la Russie pourrait être libre, c'est quand il y aura deux mémoriaux sur la place rouge, celui aux victimes du stalinisme et celui aux victimes du poutinisme. Et je pense que c'était très bien vu, parce que c'est ça. Et je voudrais que les gens de l'opposition russe, je dirais, tracent ce projet clairement en abandonnant toute idée de grandeur et de fierté. Mais plutôt être aujourd'hui
dans effectivement la reconnaissance du mal et de la faute qui a été commis en leur nom. Oui, ce fantasme de la grandeur de la nation, le fantasme de la grandeur du pays, il explique aussi peut-être les sympathies qu'un certain nombre de dirigeants occidentaux éprouvent une certaine nostalgie, une certaine admiration peut-être cachée pour un leader, pour un pays qui est aussi grand, qui est aussi puissant, parce que l'Europe avait déjà passé cette étape historique de la décolonisation, de déimpérialisation, donc tout ceci est dans le passé. Et sans doute, il y a certaines traces de nostalgie qui reviennent quand on regarde la Russie qui est grande, qui est comme si un signe du passé. C'est vrai que la Russie ne propose que le passé, elle ne propose pas un projet d'avenir, un projet qui pourrait être un modèle qui pourrait fonctionner. C'est d'ailleurs même les gens des amis proches de Poutine, tels les Prigogine, tout récemment, dans cette conversation téléphonique interceptée, il dit très clairement que Poutine avait volé l'avenir à nos enfants. Donc même ceux qui le soutiennent, ils l'en veulent non parce qu'il a commencé la guerre, non parce qu'ils ont tué déjà autant de dizaines ou centaines de milliers d'Ukrainiens et Russes aussi, parce que les pertes russes sont importantes, mais parce qu'il a perdu la guerre. Il est en train de perdre la guerre. Donc il en veut parce qu'il est en train de perdre la guerre, et donc il nuit à cette idée de cette Russie grande et puissante et imbattable. Et souvent cet argument-là, la Russie ne peut pas perdre la guerre, tout simplement parce qu'il ne peut pas le perdre. Ça, c'est très faux parce que la Russie avait perdu, historiquement, si on regarde l'histoire, il y a beaucoup de fois où la Russie avait perdu des guerres, n'est-ce pas? Donc au 19e siècle, puis à chaque moment de cette perte, ça apportait de positif dans l'histoire russe, comme 1861, après la guerre du Japon, le début du XXe siècle. Bon, après, donc c'est-à-dire à chaque moment, c'était un moment de modernisation après la défaite militaire. Pourquoi pas aujourd'hui, d'ailleurs? Oui, je pense que c'est effectivement cette idée de perdre. Moi, c'est ce que je dis aussi, que la défaite, de toute manière, du régime de Poutine, et de la Russie en Ukraine concrètement par les armes et ailleurs, ce serait un bienfait pour le peuple russe. Oui. Parce qu'il a fait le malheur de son peuple. Poutine, il ne faut jamais l'oublier, a fait d'abord le malheur de son peuple. Il a fait le malheur des autres peuples, évidemment encore plus, mais il a fait le malheur de son peuple. Et je crois qu'aujourd'hui, la défaite radicale dont je parlais tout à l'heure, c'est la condition pour que, peut-être, avec toutes les incertitudes possibles, un jour, il y ait de nouveau une forme de bonheur russe. Pour que, finalement, on retrouve, je dirais, la vérité historique, que les intellectuels ne soient pas pourchassés, que les scientifiques reviennent, que les centres de recherche rouvrent, que les gens puissent s'exprimer librement, que les ressources de la Russie soient consacrées au développement économique, aux écoles, aux hôpitaux, aux routes, aux infrastructures, à l'art, à la culture. Enfin, tout ce qui serait normal dans un pays normal. Et vous savez, on retrouve, c'est assez intéressant, des textes de Soloviev, non pas le propagandiste, hein, mais le philosophe du 19e siècle, en fait, qui disait déjà cela à propos de l'époque du tsar. J'ai retrouvé ces textes récemment, et il disait, mais à l'époque du tsar, mais il faut que le tsar arrête, effectivement, avec cette volonté de conquête impériale, de grandeur impériale. Tout ceci, c'est le péché, c'est ça qui va conduire à... Alors, il le dit en termes très religieux, parce qu'il était très religieux, mais que c'est ça qui va conduire finalement à la défaite profonde de la Russie. Et on retrouve aujourd'hui ces termes-là, mais peut-être dans un contexte encore plus monstrueux. Oui. Oui, espérons que ça sera le cas. Ma dernière question portera sur une question tout à fait importante aujourd'hui, parce que quand on parle de attitudes et de comportements par rapport à cette guerre, on évoque souvent la Chine. La Chine qui a pris une position très ambiguë, pas très claire, puisqu'au début, donc, c'est une position de neutralité, mais c'est une fausse neutralité, parce que à la fois, il y a des gestes d'amitié vis-à-vis de la Russie, il y a aussi cette visite toute récente de Xi Jinping à Moscou, et souvent on entend un argument que on peut pas aller jusqu'au bout avec la Russie parce que on risque tôt ou tard de s'affronter
à la Chine, et alors on ne pourra pas, nous les Occidentaux, même tous ensemble, les Américains avec les Européens, on ne pourra pas faire face à la Russie avec la Chine derrière. Donc quelle serait votre lecture et votre analyse déjà de ce qui se passe avec la Chine? Parce que la Chine arrive avec ce plan d'OP, qui est un plan très verbal, parce qu'il n'y a que des positions tout à fait contradictoires, et on ne voit pas comment appliquer ça en réalité. Mais en même temps, on sait que la Chine, c'est un facteur, parce qu'à cause de son poids, à cause de sa population. Et voilà, la Chine représente un certain menace aussi. Alors, je pense qu'il y a eu, avant la nouvelle invasion de la Russie du 24 février, vous avez eu une idée qui circulait dans certains milieux, en particulier en France, mais pas seulement. Il faut, comme on dit en anglais, s'engager, c'est-à-dire reprendre les bons contacts, essayer de trouver des bonnes relations avec la Russie pour faire face à la menace chinoise. Et il faut éviter que la Russie ne tombe dans l'escarcelle de la Chine, et c'est pour ça qu'il faut faire du reset, comme dirait Obama, ou une architecture de sécurité et de confiance, comme disait Macron, englobant la Russie. Tout ceci, à l'époque, je disais que ça n'avait ni queue ni tête sur le plan stratégique, intellectuel, pas le moindre début d'une vérité possible. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a des dirigeants occidentaux qui sont en train de faire exactement l'inverse et qui disent « Ah oui, mais peut-être qu'il faut effectivement reprendre contact avec la Chine pour essayer de contenir la Russie. » Ça n'a pas plus de sens. On a aujourd'hui 2 dictatures qui veulent complètement réécrire les lois du monde, qui veulent saper l'ordre international, de manière peut-être un peu différente, mais globalement avec le même résultat, pour détruire toute légitimité aux valeurs liées à la liberté, aux droits de l'homme, à la dignité, à la souveraineté des peuples, à la démocratie. On voit aujourd'hui que le plan de paix chinois, entre guillemets, auquel vous faisiez allusion, n'est évidemment pas un plan de paix, c'est un plan de rien du tout. On sait, je l'évoquais tout à l'heure, que en fait, en sous-main, la Chine donne des composants pour des armes à la Russie. Que de toute manière, la grande hantise de Xi Jinping, c'est de voir à ses frontières un régime démocratique. Et que imaginer un changement de régime en Russie, c'est la grande peur de Xi Jinping. Donc il fera tout pour conserver un régime dictatorial avec Poutine ou quelqu'un d'autre. Donc penser qu'on puisse dissocier, disjoindre la Chine et la Russie, c'est une folie. Et puis, même concernant la Chine elle-même, je veux dire, on a un régime profondément oppressif. C'est un régime dictatorial. C'est un régime qui opprime, voire parfois qui commet des génocides, comme au Xinjiang contre les Ouïghours, au Tibet, qui réprime de manière incroyablement brutale les manifestants pour la liberté de Hong Kong, qui menace Taïwan. Je veux dire, il faut à un certain moment, quand on parle de communauté des démocraties ou de communauté pour la démocratie, comme dirait le président Biden, quand on parle de cette alliance, quand on parle de la division du monde, il faut être sérieux. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce serait extrêmement dangereux de mettre la Chine dans une sorte de position d'arbitre ou de médiateur, ou qu'on n'a évidemment pas besoin d'un médiateur dans le cadre de la guerre russe contre l'Ukraine. Et je pense que ce serait très dangereux, c'est-à-dire que ça nous affaiblirait, d'une certaine manière, ça nous humilierait aussi par rapport à Moscou et à Pékin. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il ne faut pas jouer ce rôle d'essayer de mettre Chine comme médiateur. Et voilà, mais à la fois, il faudra faire face alors à 2 régimes autoritaires dont les valeurs ne sont pas ni démocratie, ni droit de l'homme, ni respect de la vie humaine. Donc, et voilà, la grande question qui reste, c'est la question de la force. Et donc, mais c'est vrai qu'on a pu constater depuis plus d'1 an que l'Occident, l'Europe et les États-Unis, on voit que voilà, il y a une reprise de confiance en ces forces en quelque sorte, grâce à cette cause malheureuse, cette tragédie que la guerre russe contre l'Ukraine. Il y a quand même le retour de confiance. Il est partiel, bien sûr, il n'est pas total, mais il y a le retour de confiance de la force de la démocratie. La démocratie, c'est pas obligatoirement un modèle faible, c'est un modèle fort. Merci beaucoup Nicolas pour cet entretien extrêmement intéressant. Merci Tetiana, merci à vous et Slava Ukraini. Heroям slava.
C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Nicolas Tanzer, philosophe politique et essayiste, auteur de nombreux ouvrages et publications sur les questions sécuritaires et stratégiques. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.